sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 29 avril 1945, les Français se rendent dans leur bureau de vote pour les élections municipales. Les Français, mais surtout les Françaises, car pour la première fois de l'histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elles s'étaient battues depuis plus d'un siècle. Les Françaises sont alors parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Au cours de la Révolution française, c'est à Paris que s'élève l'une des premières voix féministes du monde. L'intrépide Olympe de Gouges réclame l'égalité homme-femme dans sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais bien trop en avance sur son temps, elle est guillotinée. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que les premiers mouvements féministes voient le jour, sous l'impulsion de l'audacieuse Hubertine Auclair et de la visionnaire Louise Michel. Puis, dans les années 1900, encouragés par les suffragettes britanniques qui organisent de nombreuses manifestations pour obtenir le droit de vote, le débat prend de l'ampleur. Les Françaises se rassemblent, doucement, elles commencent à faire entendre leur voix. La Première Guerre mondiale éclate. Pendant 4 ans, les femmes se mobilisent pour remplacer les hommes partis au front. Alors, pour ce service rendu à leur patrie, de nombreux pays leur accordent le droit de vote. Mais en France, il n'en est rien. Les projets de loi se succèdent, mais ils sont systématiquement bloqués par le Sénat. On considère que la place des femmes est à la maison, avec les enfants loin des urnes. Incapable de voter par elle-même, elle serait influencée par l'Église, qui regagnerait ainsi son influence sur la société. Ils ont assez à faire à soigner des gamins à la maison et s'occuper de leur ménage. Loin d'être découragées, les Françaises continuent le combat. Dans les années 30, elles multiplient les pétitions et les campagnes de sensibilisation. Madame Louise Weiss préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de course de Longchamp avant le départ du Grand Prix pour rappeler au gouvernement son devoir. En 1934, Louise Weiss fonde l'association La Femme Nouvelle et se présente, bien qu'inéligible, aux élections municipales de Montmartre. Ce n'est qu'en 1944 que les mentalités finissent par changer et que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Les femmes seront désormais électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. En 1946, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution, mais elle est encore loin d'être respectée. Elles votent, mais comment votent-elles? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage? Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle? Dans les années 60, la société évolue à toute vitesse et les Françaises s'émancipent. Elles obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Mais hors de question de s'arrêter là. C'est un besoin de libération énorme, sur tous les plans. La nouvelle génération de féministes, dont la célèbre philosophe Simone de Beauvoir, revendique le droit de disposer de son corps et de maîtriser sa fécondité. En 1967, la loi Neuwirth est une première victoire. La contraception est enfin autorisée. À peine cette bataille est-elle remportée que le mouvement de libération des femmes voit le jour. Dans les années 70, elles sont des milliers à descendre dans la rue et obtiennent en 1975, grâce à Simone Veil, la légalisation de l'avortement. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Plus de 2 siècles après Olympe de Gouges, la place des femmes dans la société a profondément changé et les progrès sont considérables. Mais les inégalités persistent et la mobilisation continue. Vous votez à chaque fois? Ah oui, madame. Je ferai même des kilomètres à pied pour voter, madame. Mais c'est merveilleux. Même 15 kilomètres s'il le faut. Je partirai la nuit pour arriver le lendemain matin. Âge, sexe ou religion, nous sommes toutes et tous différents. Et nous devrions aussi être toutes et tous égaux. Mais ça, c'est sur le papier. Les femmes sont bien placées pour le savoir. Un chiffre ? 0. Sur la planète, aucun pays n'a réussi à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes.
Tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça? Dans l'histoire, les femmes ont souvent été oubliées. Et leurs droits aussi. Pourtant, la loi française parle d'égalité dès 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'adresse à toutes et tous les citoyens. Et en 1848, avec le suffrage universel. Universel? Vraiment? En réalité, ces avancées ne concernent que les hommes. Et ce n'est pas une particularité française. La même année aux États-Unis, des Américaines victimes des mêmes inégalités décident de peser dans la balance et organisent une convention des droits des femmes. La lutte commence et elle se répand. En 1893, les femmes obtiennent le droit de vote en Nouvelle-Zélande. Rapidement, d'autres pays suivent et un peu plus d'un siècle plus tard, presque aucun pays ne le leur refuse. Entre-temps, en 1948, l'égalité femmes-hommes est entrée dans le droit avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 58 pays. Mais cela n'a pas suffi. Droit de divorcer, d'avorter? Dans beaucoup de pays, les lois restent défavorables aux femmes, allant parfois jusqu'à leur interdire de voyager ou de travailler sans l'autorisation d'un homme. Quant aux pays où l'égalité est officiellement reconnue, elle n'y est pas toujours appliquée en réalité. Les féministes continuent donc leur combat. En plusieurs siècles, leur mouvement s'est amplifié, luttant pour le respect de l'égalité devant la loi et dans la vie réelle. En Afrique du Nord, par exemple, les militantes ont réussi à faire interdire le mariage des mineurs et à faire reconnaître le viol et les violences conjugales comme des crimes, malgré l'absence de volonté des élus. Et en Bolivie, elles ont obtenu la parité pour assurer la présence des femmes en politique. Grâce à des quotas, le pays compte plus de 50% de femmes députées, un record. Mais cette loi passe mal auprès des hommes politiques. Les femmes candidates ou élues sont victimes de violences, attaquées pour qu'elles ne restent pas au pouvoir. Au point que de nouvelles lois et des sanctions ont été nécessaires pour imposer l'égalité et tenter de faire évoluer les mentalités. Il reste donc bien des combats à mener. Chaque pays, chaque continent poursuit ses propres urgences. La lutte se mène à l'échelle de la planète. Et avec les réseaux sociaux, elle trouve un écho médiatique très nouveau. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il y a 3 ans, les talibans reprenaient Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et donc le pouvoir dans le pays. Depuis, ils multiplient décrets et lois limitant les droits des femmes. La dernière en date leur impose de renoncer au maquillage, de ne sortir de chez elles que si c'est absolument nécessaire, mais aussi de ne plus être entendues en public. Impossible désormais de lire à voix haute ou de chanter. On en parle dans un instant avec notre invitée Anne Savinel-Barras, mais d'abord,
on va faire le point sur les derniers événements en Afghanistan avec Anna Pereira. Leurs voix ne seront pas étouffées. Malgré une nouvelle loi interdisant aux femmes de se faire entendre en public, des dizaines d'Afghanes participent à un mouvement de protestation en ligne. Dans le pays comme à l'étranger, elles postent des vidéos, parfois en dissimulant leur visage, avec les mentions « Ma voix n'est pas interdite » et « Non aux talibans ». On les voit ici aller jusqu'à déchirer des photos du chef suprême des talibans. Selon le texte imposé par le régime, elles ne peuvent ni chanter, ni réciter des vers à haute voix, une interdiction visant à les exclure systématiquement de la vie publique, tout comme celle les privant d'accès à l'université, à la participation à la vie politique ou encore à l'exercice d'emploi à l'extérieur de leur domicile. En mai dernier déjà, cette poétesse afghane utilisait son art pour transmettre la détresse des femmes. Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont fermé de nombreux lieux réservés aux femmes et je voulais que la voix des femmes soit entendue et qu'ils comprennent que nous existons aussi, que nous faisons partie de la société. 8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà. La honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre ? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. Donald Trump vient de remporter l'élection présidentielle américaine et pour des millions de femmes aux États-Unis et dans le monde, l'avenir des droits fondamentaux est en jeu. Avortement, santé reproductive, discrimination, quel risque Donald Trump, qui redeviendra président le 20 janvier, fait-il peser sur les femmes ? Le droit à l'avortement et la santé reproductive. Depuis le premier mandat de Donald Trump, entre 2016 et 2020, la Cour suprême est dominée par une majorité ultra-conservatrice avec des juges nommés à vie. En juin 2022, elle a ainsi marqué l'histoire en révoquant l'arrêt Roe vs Wade, supprimant le droit constitutionnel à l'avortement et laissant aux États fédérés le choix de restreindre, d'interdire ou au contraire de sécuriser l'IVG. Pour les femmes, c'est une régression sévère qui pourrait aller plus loin sous un deuxième mandat de Trump. En cas de nouvelles nominations conservatrices, les droits reproductifs, mais aussi l'accès à certains traitements d'urgence en lien avec la grossesse ou tout simplement la santé gynécologique pourraient se voir davantage restreints. Dans certains États conservateurs, la protection du fœtus, voire de l'embryon, prime déjà sur certains traitements médicaux, même vitaux pour les femmes enceintes. Cela signifie que des femmes atteintes de cancer, par exemple, pourraient se voir refuser une chimiothérapie au motif qu'elle présente des risques pour le fœtus. Des femmes sont mortes, déjà, faute de soins. Les discriminations au travail. Les mesures de dérégulation prises lors de son premier mandat visant à alléger les obligations des entreprises en matière de lutte contre les discriminations pourraient être renforcées. Les répercussions seraient d'autant plus lourdes pour les femmes évoluant dans des secteurs à risque, comme la technologie ou le conseil, là où les inégalités salariales et les problématiques de harcèlement, moral comme sexuel, persistent. Sans un cadre légal strict, les victimes pourraient hésiter à dénoncer les abus, sachant que les protections légales pourraient s'affaiblir. Ce climat de dérégulation pourrait même décourager les femmes à s'engager dans certains secteurs, minant les avancées récentes en matière de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Un danger pour les femmes dans le monde. En coupant les fonds publics aux ONG internationales qui soutiennent l'avortement, il renforcerait la portée de la règle de Mexico. Ce texte, qui interdit de financer des ONG internationales pro-avortement, avait déjà été renforcé lors de son premier mandat. L'impact serait encore plus sévère dans les zones de crise humanitaire, en Afrique de l'Est ou au Moyen-Orient par exemple, où le Fonds des Nations Unies pour la population assure l'accès aux soins pour les femmes victimes de violences et de mariages forcés. Cette politique pourrait aussi inspirer d'autres pays conservateurs à réduire leur propre contribution au programme de santé reproductive, un effet domino dont les répercussions pourraient se faire sentir à grande échelle. T'as 20 ans. 20 ans c'est beau, non ? Pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour
pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire? Cet hôpital de Ombrie, dans le centre du pays, près de 80% des gynécologues refusent de pratiquer des avortements par médicaments. Un scandale pour cette militante du planning familial. Voilà, on est devant l'hôpital de Pérouse, le plus grand d'Ombrie, celui où on devrait enseigner et pratiquer les avortements médicamenteux. Et on ne le fait pas. Dans les universités catholiques, qui sont les meilleures, on ne parle ni de l'avortement, ni de la contraception. Et quand tu entres, on te fait signer un document pour devenir objecteur de conscience. Une disposition légale en Italie qui met de nombreuses femmes dans des situations dramatiques partout sur le territoire. Cette mère de famille de 44 ans n'a pu trouver de solution qu'ici, au planning familial d'Ascoli, dans les Marches. Aucun médecin ne voulait lui permettre d'avorter dans sa région. J'ai passé plusieurs coups de fil. Au téléphone, on me disait « Appelle le médecin, celui-ci n'est pas là, prends rendez-vous, plus tard ». J'ai appelé dans d'autres villes, à Pesaro, à Ancône. Personne ne voulait me prescrire de pilules pour avorter. Je voyais les jours passer, j'étais désespérée. Depuis 20 ans, le nombre d'avortements ne cesse de baisser en Italie, avec 5,4 avortements pour 1000 femmes selon les derniers chiffres. C'est l'un des taux les plus faibles d'Europe. T'as 26 ans, le ciel bleu rend presque le boulevard joli, presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner, et puis t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes. Tu sais que t'as le droit de te laisser aller, et de te dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs, de l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir. J'avançais vers ma chère chérie, sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers ta chère, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons vers nos chères chéries, avançons vers nos chères guéries, avançons vers nos chères. Salut, bienvenue sur Mediapart. Sur les violences faites aux femmes, sur les droits des femmes, la France serait-elle sans cesse à la traîne? En ce début d'année, la question se pose ou se repose à propos de l'IVG, à propos du débat relancé par Emmanuel Macron sur la natalité et ce qu'il appelle le réarmement démographique. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Alors, pour que la France reste la France, c'est un slogan habituel de la droite LR, mais aussi du parti d'extrême droite de l'ancien polémiste devenu politique Éric Zemmour, condamné pour racisme. Et dans ce discours, juste après la question des finances publiques et du changement climatique, Emmanuel Macron va aborder le sujet de la natalité. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Emmanuel Macron s'inquiète aussi de la progression de l'infertilité, un tabou du siècle selon lui. Là aussi, dit-il, il faut agir et écoutez bien jusqu'au bout. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Mélanie Vogel, roulement de tambour, réarmement démographique, ce ne sont pas des mots anodins. Comment la féministe que vous êtes a réagi à ces annonces? D'abord, ça m'a rappelé exactement les termes qu'avaient utilisés Viktor Orban et Vladimir Poutine, puisque c'est le langage qu'utilisent aujourd'hui ces dirigeants lorsqu'ils parlent de la natalité de leur pays, et je crois que c'est pas neutre. Donc ils utilisent le même langage que Orban? Oui, c'est factuel, enfin, c'est pas l'expression ici d'une opinion, c'est voilà, un fait. Concevoir le fait d'avoir des enfants dans un imaginaire martial est lié à un intérêt national et, pour le dire simplement, extrêmement flippant. Ça nous fait penser aux pires heures de l'histoire. Et je crois qu'il a passé l'envie à beaucoup de gens d'avoir des enfants quand ils se sont dit « Non, mais en fait, moi, je veux pas réarmer, je veux ni armer ni réarmer quoi que ce soit. » Après, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'au fond,
La question de l'infertilité, c'est une question importante. C'est une question ça n'a rien à voir avec c'est une question de santé publique. Les écologistes alertent depuis très longtemps sur l'impact d'un certain nombre de polluants, les perturbateurs endocriniens, etc., sur la question de la fertilité. Mais c'est une question de santé publique et de santé individuelle. En rien un projet de société pour réarmer la France. Élodie Toyon-Hibon, cette notion de réarmement, Sandrine Rousseau a dit, un peu comme vous, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Et je l'ai dit, ça arrive après qu'il ait parlé des finances publiques, du changement climatique. Ce sont des enjeux importants, très importants. Donc ça veut dire que c'est mis au même niveau. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'imaginaire politique ? Qu'il sent le renfermer, ça sent le ronce. Réarmement économique. Mon corps n'est pas une machine de guerre que l'on met en marche quand on a envie. Mon corps n'est pas une école visant à créer de bons petits soldats actifs, protégeant votre monde viril et sanguinaire qui s'effrite. Mon corps n'est pas un guichet où passent les esclaves dont vous aurez besoin pour continuer à construire un système inégalitaire qui vous profite. Mon corps ne veut pas créer une armée participant à la bétonisation des terres et à la destruction de notre environnement. Mon corps ne veut pas repeupler un monde aux ressources déjà limitées, au sol pollué, un monde en perte de sens, dicté par vos lois. Mon corps ne veut pas mettre au monde des enfants qui seront à la merci de mégalomanes capricieux et cupides qui les utilisent comme de la chair à canon. Mon corps ne veut pas être façonné par de vieilles têtes blanches, étriquées et poussiéreuses, qui défendent ceux qui le violent. Mon corps ne veut pas être qu'au contact de corps qui lui ressemblent. Mon corps veut accueillir de la couleur, de la chaleur d'ailleurs, de la diversité synonyme de richesse. Nos corps feront des enfants s'ils veulent des enfants, et alors ces enfants seront des fruits d'amour, et non des outils à votre service. Et si nos corps font des enfants, ce sera pour réarmer les rangs de celles qui veulent protéger la terre et ses beautés. Nos corps veulent créer des êtres qui puissent se mouvoir dans un monde où elles vivront épanouies et en harmonie avec leurs semblables et leurs moins semblables. Nos corps sont en recherche d'amour, de consentement et de sens, et veulent participer à la construction d'un monde qui les honore. Pour nos grands-mères, nos mères, nous et les suivantes, réarmons-nous contre ceux qui souhaitent nous soumettre. Et disons-leur très fort: allez niquer vos pères! S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat.
c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et si la moche ou si la belle, fille de brume ou de plein ciel, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne